Le rire du mécanicien résonna dans tout le garage. « Vous avez dépensé vos derniers 500 € pour ça? Madame, vous vous êtes fait arnaquer. » Les autres personnes présentes dans le garage gloussèrent. Son fils se recroquevilla aux côtés d'elle, embarrassé. Mais Camille ne broncha pas. Elle gardait sa main fermement serrée sur la poignée rouillée de la vieille Peugeot 504 de 1981. Elle n'avait ni clé ni carte grise et n'avait pas roulé depuis des décennies. La peinture s'écaillait comme une peau morte et la moisissure s'insinuait autour des fenêtres comme des veines. Tout le monde disait que c'était de la ferraille, mais Camille avait un pressentiment. Et parfois, quand le monde vous a frappé si fort, un pressentiment est tout ce qu'il vous reste. 6 mois plus tôt, Camille était infirmière pédiatrique. La vie n'était pas facile, mais elle était stable. Elle avait un revenu régulier, un appartement modeste à Toulouse, et elle pouvait se permettre d'acheter les médicaments contre l'asthme dont son fils de 12 ans, Théo, dépendait pour respirer. Mais ensuite, la clinique avait fermé sans préavis. Comme ça, pas d'indemnité de licenciement, pas de solution de repli. Elle avait tout essayé. La restauration rapide, des emplois de femme de ménage, des quarts de nuit dans une station-service. Elle travaillait 2 fois plus juste pour pouvoir acheter du pain et un inhalateur qui coûtait plus que son salaire hebdomadaire. Le dernier coup était venu quand leur propriétaire lui avait remis un avis d'expulsion de 30 jours. Le loyer augmentait et il n'était plus adapté à l'immeuble. Sans économie, sans famille et sans option, Camille avait vu son compte bancaire s'amenuiser jusqu'à 513 €. Assez pour peut-être 3 nuits de plus dans un hôtel bon marché. Ou un miracle. Elle ne se souvenait même pas comment elle avait trouvé l'annonce. Peut-être était-ce divin. Une photo floue sur le Bon Coin, vieille Peugeot en l'état, abandonnée depuis des années. L'acheteur doit remorquer. Prix 500 € ou meilleure offre. La plupart des gens l'auraient ignoré. Camille avait zoomé sur l'image. Quelque chose à propos de cette voiture. Les sièges en cuir craquelés, le tableau de bord brûlé par le soleil, lui semblait familier, comme si elle l'attendait. Sophie, sa meilleure amie, l'avait supplié de ne pas le faire. Cette voiture ne te sauvera pas, Camille, elle t'enterrera. Mais quand vous êtes au bout du rouleau, même une planche éclatée ressemble à un sol solide. Camille avait payé l'homme en espèces. Il n'avait pas posé de questions, n'avait même pas établi de contact visuel. Il lui avait simplement remis une carte grise décolorée et avait disparu. Il avait fallu la majeure partie de la journée pour faire remorquer la Peugeot jusqu'à un garage qui avait accepté de l'entreposer pendant 48 heures. Théo était sceptique. « On ne peut pas dormir dans une voiture qui ne roule pas, maman. »« Je sais, » avait-elle répondu, « mais quelque chose me dit que ce n'est pas juste une voiture. » La première chose qu'ils remarquèrent à l'intérieur fut l'odeur, pas celle de moisissure ou de pourriture, mais de lavande. Subtil, comme un parfum d'une autre époque. La seconde chose fut la boîte à gants, verrouillée. Les doigts de Camille tremblaient, alors qu'elle l'ouvrait en forçant avec un tournevis à tête plate. À l'intérieur se trouvaient des papiers jaunis, un vieux portefeuille et une petite pochette en velours. Elle ouvrit la pochette. À l'intérieur se trouvait une clé, pas celle de la voiture. Quelque chose de plus ancien, d'orné, comme si elle appartenait à un coffret à bijoux d'un autre siècle. Le portefeuille contenait un permis de conduire expiré, appartenant à une femme nommée Joséphine Dumas. Camille n'avait jamais entendu parler d'elle. Il y avait aussi des photos, des dizaines. Une femme en blouse blanche. Sur chaque cliché, elle se tenait à côté de la même voiture. Cette voiture. Sur l'une d'elles, elle tenait une petite fiole à la lumière, ses yeux brillants d'excitation. Au dos de la photo, griffonné d'une écriture soignée, « Prototype réussi. Plus de douleur, plus de brevets, mai 1987. » Le lendemain, Camille était revenue avec Théo et une boîte à outils empruntée à Marcel, un mécanicien à la retraite qui vivait à côté du garage. Quand elle lui avait parlé de la Peugeot, il avait ri, mais l'avait suivi quand même. Lorsqu'il ouvrit le capot, son expression changea.
Il pointa du doigt d'un compartiment derrière le bloc moteur. Ça, ce n'est pas standard. Il tendit la main, dévissa 2 boulons et sortit un petit conteneur métallique scellé, comme quelque chose tout droit sorti d'un film d'espionnage. Il avait un verrou à combinaison. Pas de marque, pas d'étiquette. De retour chez eux, Camille et Théo examinèrent à nouveau les photos. L'une d'elles montrait Joséphine, tenant un carnet. Ce même carnet était maintenant sur les genoux de Camille, caché derrière le siège arrière de la Peugeot, dans une fente à peine assez large pour être remarquée. La première page disait « Note de recherche, JD. Pour quiconque. Trouve ceci, veuillez lire attentivement. L'avenir pourrait en dépendre. » Joséphine n'avait pas seulement possédé la voiture, elle y avait caché l'œuvre de sa vie. Ces notes étaient remplies de dessins de plantes, de diagrammes chimiques, de tableaux de dosage. Camille, avec sa formation médicale, reconnaissait certains termes. Joséphine développait un composé pour traiter le syndrome de Cartur, une maladie auto-immune rare sans remède. Camille en avait entendu parler. Les enfants dont elle s'était occupée autrefois, certains en souffraient. Elle se souvenait de la souffrance, du désespoir, mais Joséphine l'avait fait. Elle avait créé quelque chose qui fonctionnait, quelque chose de naturel, et elle avait refusé de le vendre aux entreprises pharmaceutiques. Pourquoi? La dernière page du carnet contenait la réponse. Ils m'ont offert 2 millions d'euros pour tout leur remettre. Ils ont dit que ce serait mis de côté. Trop efficace, pas de revenus récurrents. J'ai refusé. 2 jours plus tard, quelqu'un a pénétré dans mon laboratoire. J'ai tout caché dans la voiture. Si vous lisez ceci, vous l'avez trouvé, ne les laissez pas enterrer le remède à nouveau. Soudain, tout s'expliquait. Le vendeur à l'allure, louche, son comportement évasif. Ce n'était pas seulement une voiture oubliée, c'était une capsule temporelle de vérité. Camille prit des photos, des copies. Elle contacta son ancien superviseur de la clinique, le docteur Martin, un chercheur, médical respecté, et demanda à le rencontrer. Le docteur Martin fut stupéfait par ce qu'il vit. Si ces données sont réelles, elles sont des décennies en avance sur tout ce que nous avons vu. Elle aurait peut-être guéri une maladie qui tue encore des milliers de personnes. Il passa des appels, discrets, des avocats, des journalistes, des chercheurs éthiques. La nouvelle se répandit plus rapidement que Camille ne l'avait prévu. 3 jours plus tard, une BMW noire s'arrêta devant le garage. Une femme en talons hauts et blazer en soie en descendit. « Mademoiselle Debray, je représente les laboratoires Radcliffe. Nous sommes intéressés par l'achat du véhicule que vous avez récemment acquis. Comment saviez-vous que je l'avais » demanda Camille. La femme sourit avec tension. « Nous surveillons certains registres. Nous sommes prêts à offrir 50 000 € en espèces. Aujourd'hui, sans poser de questions. » Les mains de Camille se crispèrent. « Elle n'est pas à vendre. » La femme marqua une pause. « Êtes-vous sûr de comprendre ce que vous détenez? Certaines choses sont mieux. Laissez non découvertes. » Théo tira sur la manche de Camille. « Maman, j'ai peur. » La femme partit, mais elle n'était pas seule. Cette nuit-là, quelqu'un creva les pneus de la Peugeot. Le jour suivant, l'inhalateur de Théo tomba en panne. Camille découvrit qu'il avait été altéré, vidé. Puis les freins de la voiture qu'ils avaient empruntée cessèrent complètement de fonctionner. C'était un avertissement. Mais Joséphine n'avait pas reculé, et elle non plus. Avec l'aide du docteur Martin et d'une journaliste d'investigation nommée Marie, Camille rendit l'affaire publique. L'histoire explosa. Une mère célibataire découvre une percée médicale secrète cachée depuis 40 ans. Les photos, les notes, la voiture altérée. Tout concordait. La police ouvrit une enquête officielle sur les laboratoires Radcliffe. Plusieurs anciens employés se manifestèrent, confirmant que l'entreprise avait supprimé plusieurs découvertes. Et par profit, l'homme qui avait vendu la voiture à Camille fut retrouvé, un ancien concierge chez Radcliffe, rongé par la culpabilité pour son rôle dans la dissimulation du véhicule de Joséphine. Il remit davantage de preuves, y compris un enregistrement contenant l'aveu d'un cadre aujourd'hui décédé. 6 mois plus tard, Radcliffe était en ruine. La vérité avait finalement éclaté, et la formule de Joséphine, après des tests,
Appropriée devint le premier traitement efficace pour le syndrome de Carture. Elle fut commercialisée sous le nom de protocole Mercier-Dumas, en l'honneur de l'héritage complet de Joséphine, une femme oubliée dont le génie avait été autrefois enterré dans une Peugeot rouillée. Quant à Camille, elle et Théo se virent offrir un nouveau foyer par une fondation établie au nom de Joséphine. Elle y travaillait maintenant, aidant des enfants qui avaient autrefois fait face à la mort, vivant désormais parce qu'elle avait misé sur une épave à 500 €. Un an plus tard, alors qu'elle se tenait au soleil à côté de la Peugeot restaurée, maintenant exposée dans un musée, elle murmura « Merci Joséphine, tu nous as tous sauvés ». Et quelque part, dans le parfum de lavande porté par le vent, elle pouvait presque entendre quelqu'un lui répondre. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux défraîchis de la chambre d'hôtel Bon Marché, où Camille et Théo y avaient passé leur 3e nuit consécutive. La lumière douce illuminait les particules de poussière qui dansaient dans l'air stagnant, comme des étoiles minuscules dans un univers confiné. Camille était assise sur le bord du lit, observant son fils qui dormait encore. Sa respiration était légèrement sifflante, un rappel constant de son asthme qui empirait. Elle tenait dans sa main l'inhalateur presque vide, calculant mentalement combien de doses il restait. 2 jours, peut-être 3, pensa-t-elle, la peur s'installant dans son ventre comme un poids familier. Sur la petite table branlante, près de la fenêtre, elle avait étalé tous leurs documents, factures impayées, lettres de refus d'emploi, l'avis d'expulsion qu'elle avait relu tant de fois qu'elle pouvait en réciter chaque mot. Et maintenant, à côté de cette pile décourageante, les papiers jaunis et les photos trouvées dans la vieille Peugeot 504. Elle prit d'une photo en particulier, celle où Joséphine souriait avec fierté à côté de sa voiture, tenant une fiole à la lumière. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination, une certitude qui résonnait profondément en Camille. Dans un monde qui semblait déterminé à les écraser, elle et son fils, cette photo était comme une petite flamme d'espoir. Un gémissement léger attira son attention. Théo s'agitait, ses yeux s'ouvrant lentement. « Bonjour mon cœur », dit Camille, en s'efforçant de paraître plus optimiste qu'elle ne l'était. Théo s'assit, passa une main dans ses cheveux, ébouriffé, et regarda autour de lui, comme s'il espérait que leur situation aurait magiquement changé pendant la nuit. « Est-ce qu'on va encore au garage aujourd'hui » demanda-t-il, une note d'anxiété dans sa voix. « Oui, on doit y retourner. Marcel a dit qu'il nous aiderait à examiner de plus près ce qu'on a trouvé. » Théo hocha la tête, mais son expression trahissait son scepticisme. À 12 ans, il avait déjà appris que les miracles étaient rares et que les épaves de voitures n'étaient généralement que cela. Des épaves. Alors qu'il se préparait en silence, Camille remarqua que son fils gardait ses distances, physiquement et émotionnellement. Ces derniers mois avaient été durs pour lui, changer d'école, perdre des amis, vivre dans l'incertitude constante. Elle avait vu son fils, autrefois enjoué et bavard, devenir de plus en plus renfermé. « Tu sais, dit-elle alors qu'il quittait la chambre, je comprends que tout ça paraît fou. Dépenser notre dernier argent sur une vieille voiture. T'es pas juste fou, maman, l'interrompit Théo, sa voix tremblante de frustration contenue. On aurait pu utiliser cet argent pour, je sais pas, de la nourriture, mon médicament, un endroit où dormir qui ne sent pas le moisi. » Ces mots la frappèrent comme des coups physiques, chacun trouvant sa cible dans ses propres doutes. Mais elle se força à rester forte pour lui. « Parfois, il faut faire confiance à son instinct, Théo, et mon instinct me dit que cette voiture est importante. » Il ne répondit pas, se contentant de hausser les épaules et de resserrer les sangles de son sac à dos usé. Le trajet jusqu'au garage fut silencieux. Ils prenaient le bus, économisant le peu d'essence qui restait dans la vieille Renault qu'ils avaient empruntée à Sophie. La ville de Toulouse s'éveillait autour d'eux, les gens se dirigeant vers leur travail, les cafés ouvrant leurs portes, la vie continuant avec une normalité qui semblait maintenant étrangère à Camille. Le garage de Marcel se trouvait dans une zone industrielle en périphérie de la ville.
C'était un endroit modeste, avec des murs en tôle ondulée et une cour remplie de voitures en divers états de réparation. Mais pour Camille, en ce moment, c'était un sanctuaire. Marcel les attendait, ses mains perpétuellement tachées d'huile essuyée, sur un chiffon tout aussi taché. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec un visage buriné par les décennies passées sous des capots, mais ses yeux brillaient d'une curiosité juvénile. « Ah, vous voilà !» les accueillit-il. « J'ai bien réfléchi à ce qu'on a trouvé hier et j'ai quelques idées. » Il les conduisit à l'intérieur du garage, où la Peugeot attendait, silencieuse et mystérieuse. À la lumière crue des néons, elle semblait encore plus misérable que dans le souvenir de Camille, mais cela ne diminuait en rien sa détermination. Alors, ce compartiment derrière le moteur, commença Marcel en ouvrant le capot, c'est du sur-mesure, fait à la main. Quelqu'un a délibérément modifié cette voiture pour cacher des choses. Il leur montra le conteneur métallique qu'ils avaient découvert la veille, toujours fermé par son verrou à combinaison. « Et pour l'ouvrir ?» demanda Camille, les yeux fixés sur l'objet comme s'il contenait tous les secrets de l'univers. Marcel se gratta la tête. « C'est là que ça se complique. Sans la combinaison... »« Attendez !» intervint Théo, parlant pour la première fois depuis leur arrivée. « Dans les films, parfois les gens cachent les codes dans des choses personnelles. Des dates de naissance, ce genre de trucs. » Camille regarda son fils avec surprise et fierté. « Tu as raison. On a son permis de conduire, peut-être que... » Elle sortit le vieux permis de Joséphine Dumas et l'examina attentivement. Date de naissance, 13-04-1945. 1345, suggéra-t-elle, tournant les molettes du verrou. Rien. Essai à l'envers, proposa Marcel. 54-131. Toujours rien. Ils tentèrent plusieurs combinaisons, le jour et le mois seulement, l'année seule, différentes permutations, sans succès. La frustration commençait à s'installer quand Théo, qui feuilletait le carnet de notes de Joséphine, s'écria « Maman, regarde ça !» Il montrait une page où était griffonnée une série de chiffres entourés plusieurs fois au stylo rouge. 8 × 753. Camille saisit le conteneur et tourna les molettes. 8, 7, 5, 3. Un déclic se fit entendre, et le couvercle du conteneur s'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement emballés dans un tissu protecteur, se trouvaient plusieurs tubes en verre scellés contenant un liquide ambré, des clés USB et un autre carnet, plus petit et plus récent que le premier. « Mon Dieu !» murmura Camille, le cœur battant. Marcel siffla doucement. « Je ne sais pas ce que vous avez trouvé, mais c'est certainement plus qu'une vieille voiture. » Théo, maintenant complètement engagé malgré son scepticisme initial, ouvrit délicatement le deuxième carnet. Sur la première page, écrit en lettres capitales et souligné plusieurs fois, « Protocole complet, ne pas laisser tomber entre de mauvaises mains. »« Maman, » dit Théo, sa voix à peine plus qu'un murmure, « je crois qu'on a trouvé quelque chose d'important. » Camille sentit une vague d'émotions contradictoires la submerger. Espoir, peur, excitation, responsabilité. Elle prit une profonde inspiration, sachant que leur vie venait de prendre un tournant irréversible. « Oui, mon chéri, » répondit-elle en serrant le conteneur contre sa poitrine comme un trésor. « Je crois que tu as raison. Si tu apprécies l'histoire, écris 5 en commentaire et abonne-toi pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Si ce n'est pas le cas, écris 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. Continuons. » Le docteur Gabriel Martin était assis derrière son bureau encombré, ses lunettes perchées sur le bout de son nez, alors qu'il examinait minutieusement les documents que Camille lui avait apportés. La petite pièce était silencieuse, à l'exception du bruissement occasionnel des pages qu'il tournait et du tic-tac régulier de l'horloge murale. Théo, assis à côté de sa mère, s'agitait nerveusement sur sa chaise, ses yeux passant du médecin à Camille, puis au tube en verre contenant le mystérieux liquide ambré qu'ils avaient amené dans une glacière improvisée. Camille observait le visage de son ancien superviseur, cherchant le moindre indice sur ce qu'il pensait.
Elle avait travaillé sous sa direction pendant 5 ans à la clinique pédiatrique, et elle savait reconnaître ses expressions. En ce moment, son front plissé et ses lèvres pincées trahissaient sa concentration intense. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le docteur Martin releva la tête et ôta ses lunettes, les yeux écarquillés d'étonnement. « Camille, dit-il lentement, chaque mot pesé avec soin, si ces recherches sont authentiques, elles sont révolutionnaires. »« Vous pensez qu'elles le sont ?» demanda-t-elle, le cœur battant d'espoir. Il hocha la tête, caressant pensivement sa barbe grisonnante. Le syndrome de Cartur est l'une des maladies auto-immunes les plus difficiles à traiter. J'ai vu des enfants... Sa voix s'étrangla légèrement. Eh bien, tu sais ce que... J'ai vu. Nous l'avons vu ensemble. Camille acquiesça, des images d'enfants souffrant défilant dans son esprit. Des enfants comme la petite Léa, qui criait de douleur pendant les crises, ou Thomas dont le corps se détériorait un peu plus chaque jour malgré tous leurs efforts. Ces notes, continua le docteur Martin en tapotant les carnets, décrivent un composé dérivé d'une combinaison de plantes méditerranéennes et de techniques enzymatiques avancées. L'approche est non conventionnelle, mais les principes scientifiques sont solides. Si Joséphine Dumas a vraiment réussi à synthétiser ce traitement, alors quoi ? Demanda Théo, rompant son silence avec une curiosité sincère. Le médecin regarda le garçon avec un sourire bienveillant. Alors, jeune homme, nous pourrions être en présence d'un traitement qui changerait la vie de milliers d'enfants. Mais pourquoi l'aurait-elle caché ? Demanda Camille. Pourquoi ne pas l'avoir partagé avec le monde ? Le visage du docteur Martin s'assombrit. C'est là que l'histoire devient troublante. D'après ses notes, elle a tenté de le faire. Mais quand les grandes sociétés pharmaceutiques ont découvert que son traitement était non seulement efficace, mais aussi facile à produire et dérivé de substances naturelles. Elle n'aurait pas pu le commercialiser à prix d'or, compléta Camille, comprenant soudain. Exactement. Et un traitement qui guérit complètement est moins rentable qu'un traitement que les patients doivent prendre à vie. Un cas, silence lourd s'installa dans la pièce alors que les implications de cette révélation se faisaient sentir. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Théo, exprimant la question qui pesait sur leur esprit à tous. Le docteur Martin se leva et marcha vers la fenêtre, contemplant le ciel nuageux de Toulouse. « Je connais quelqu'un, dit-il finalement. Une journaliste d'investigation, Marie Lecomte. Elle a déjà enquêté sur les pratiques douteuses de l'industrie pharmaceutique. Elle pourrait nous aider à rendre cette histoire publique, mais il se tourna vers eux, son expression grave. Vous devez comprendre les risques. Si ces notes disent vrai, certaines personnes très puissantes ont beaucoup à perdre. » Camille sentit un frisson parcourir son échine. « Vous pensez qu'on pourrait être en danger ? Je pense que la prudence est de mise. Cette Joséphine a manifestement craint pour sa sécurité, au point de cacher ses recherches dans une voiture abandonnée. » Théo lança un regard inquiet à sa mère. « Maman !» Elle posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète, et pas, mon chéri, nous serons prudents. » Puis, se tournant vers le docteur Martin, contactez cette journaliste. Je veux rencontrer cette femme qui a caché un remède de son vivant à l'abri des regards, pour que quelqu'un de courageux comme moi puisse le retrouver. Le médecin hocha la tête et prit son téléphone. Avant de composer le numéro, il ajouta « En attendant, je voudrais analyser ces échantillons en laboratoire, vérifier qu'ils correspondent bien aux formules dans les carnets. »« Bien sûr !» répondit Camille, en lui tendant la glacière contenant les précieux tubes. Alors que le docteur Martin s'éloignait pour passer son appel, Théo se pencha vers sa mère. « Tu crois vraiment qu'on a trouvé un remède miracle ?» chuchota-t-il, sa voix mêlant espoir et incrédulité. Camille regarda les carnets étalés sur le bureau, les photos de Joséphine, et pensa à toutes les coïncidences qui les avaient menées jusqu'ici. Si elle n'avait pas perdu son emploi, si elle n'avait pas vu cette annonce, si elle n'avait pas eu ce pressentiment. « Je ne sais pas si c'est un miracle, mon chéri, » répondit-elle doucement,
Mais je sais que c'est important. Et parfois, quand tout semble perdu, trouver un but peut être un miracle en soi. Le regard de Théo s'illumina légèrement. À ces mots, et pour la première fois depuis des semaines, Camille aperçut une étincelle du garçon qu'il était avant que leur monde ne s'écroule. Le docteur Martin revint, rangeant son téléphone dans sa poche. Marie nous retrouve dans 1 heure à un café du centre-ville. Elle est intriguée. 1 heure, répéta Camille, sentant l'adrénaline monter en elle. On y sera. Alors qu'ils se préparaient à partir, le médecin les retint un instant. Une dernière chose, dit-il, son expression soudain plus grave. Si ces recherches sont aussi importantes que nous le pensons, elles pourraient intéresser beaucoup de monde. Pas seulement les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi des investisseurs, des chercheurs, peut-être même des gouvernements. Qu'est-ce que vous suggérez ? Demanda Camille, sentant le poids de la responsabilité s'alourdir sur ses épaules. Faites des copies de tout, stockez-les en lieu sûr, à plusieurs endroits différents, et surtout, il marqua une pause, les regardant droit dans les yeux. Faites attention à qui vous parlez de ceci. Tout le monde n'a pas les mêmes intentions. Camille hocha la tête, comprenant le message implicite. Dans leur quête pour révéler la vérité, ils venaient d'entrer dans un territoire dangereux où les enjeux dépassaient largement leurs problèmes personnels. « Venez, Théo, dit-elle en rassemblant leurs affaires. Nous avons une journaliste à rencontrer. » En quittant le bureau du docteur Martin, Camille ne pouvait s'empêcher de penser à Joséphine Dumas, cette femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais dont le destin semblait maintenant étrangement lié au sien. Qu'avait-elle ressenti en cachant ses recherches? Avait-elle su qu'un jour, quelqu'un les trouverait? Le café où il devait rencontrer Marie Lecomte se trouvait sur une place animée du centre-ville de Toulouse. C'était un établissement chaleureux avec une terrasse ombragée par des platanes centenaires. Camille et Théo arrivèrent quelques minutes en avance et choisirent une table à l'écart, d'où ils pouvaient observer les alentours. « Comment va-t-on reconnaître cette journaliste ?» demanda Théo, en sirotant un chocolat chaud que Camille avait commandé, malgré leurs finances. Précaire, elle voulait que ce moment ressemble à une sortie normale, pas à un rendez-vous clandestin. Le docteur Martin lui a décrit nos vêtements. Elle nous trouvera. Comme pour confirmer ses paroles, une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux courts teints en rouge vif et portant des lunettes à monture épaisse, s'approcha de leur table. Elle était vêtue d'une veste en cuir élimé et portait un sac en bandoulière qui semblait débordé de documents. « Camille Debray ?» demanda-t-elle à voix basse. Camille hocha la tête et la femme s'installa rapidement en face d'eux. « Marie, le comte, Gabriel m'a parlé de votre découverte. » Sans plus de préambule, elle sortit un petit enregistreur de son sac. « Ça vous dérange si j'enregistre notre conversation ? C'est pour ma propre sécurité autant que pour la vôtre. » Camille hésita un instant, puis acquiesça. Marie appuya sur un bouton et se pencha en avant, les yeux brillants d'une intensité presque féroce. « Racontez-moi tout, depuis le début. » Pendant la demi-heure qui suivit, Camille expliqua comment elle avait trouvé la voiture, les documents cachés et ce que le docteur Martin avait confirmé sur leur authenticité. Marie prenait des notes frénétiquement, s'arrêtant parfois pour poser une question précise ou demander une clarification. « Les laboratoires Radcliffe », murmura-t-elle finalement, un sourire sans joie étirant ses lèvres. « Je les connais ? Bien. Vous avez déjà enquêté sur eux ?» demanda Camille. « 3 fois, mais ils sont comme des anguilles, impossibles à attraper. Ils ont des avocats plus nombreux que les grains de sable sur une plage et des connexions politiques jusqu'au plus haut niveau. » Elle tapota son carnet. « Mais ceci pourrait être la pièce manquante que j'ai cherchée pendant des années. » Théo, qui était resté silencieux, intervint soudain. « Est-ce qu'on est en danger ?» Marie regarda le garçon avec une expression adoucie. « Je ne vais pas te mentir, mon grand. Si ces gens découvrent ce que vous avez trouvé, ils ne seront pas contents. » Puis, se tournant vers Camille, « Avez-vous fait des copies ?»« Oui, suivant le conseil du docteur Martin. J'en ai laissé une avec lui, une autre chez ma meilleure amie,
et j'ai tout scanné sur une clé USB que je porte sur moi. Bien, très bien. Marie hocha la tête avec approbation. Maintenant, voici ce que je propose. Je vais commencer à enquêter, discrètement. Vérifier l'identité de cette Joséphine Dumas, retracer son parcours, confirmer qu'elle a bien travaillé sur ce syndrome. Pendant ce temps, Gabriel analysera les échantillons. Et vous, nous, vous devez rester sous les radars. Ne parlez de ceci à personne d'autre. Continuez votre vie normalement. Son regard s'attarda sur leurs vêtements usés et les cernes sous les yeux de Camille. Aussi normalement que possible, du moins. Camille soupira. Ce n'est pas si simple. Nous n'avons plus d'appartement, presque plus d'argent. Marie fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe qu'elle glissa discrètement à Camille. Considérez ceci comme une avance sur l'exclusivité de votre histoire. Camille ouvrit légèrement l'enveloppe et aperçut plusieurs billets de 100 €. Ses yeux s'élargirent de surprise. « Je ne peux pas accepter. »« Ce n'est pas de la charité, » l'interrompit Marie. « C'est un investissement. Cette histoire pourrait être énorme et je veux être celle qui la révèle au monde. Mais pour cela, j'ai besoin que vous et votre fils soyez en sécurité et disponibles. Alors prenez cet argent, trouvez un endroit décent où rester et attendez mon appel. » Après un moment d'hésitation, Camille prit l'enveloppe et la rangea dans son sac. « Merci. » Marie se leva, prête à partir, mais s'arrêta et ajouta « Une dernière chose. Cette voiture, où est-elle maintenant ?»« Dans le garage de Marcel, un ami mécanicien. Pourquoi ? Elle pourrait contenir d'autres indices, et elle constitue une preuve matérielle importante. Assurez-vous qu'elle reste en sécurité. » Sur ces mots, Marie disparut dans la foule toulousaine, laissant Camille et Théo avec un sentiment mêlé d'espoir et d'appréhension. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman ?» demanda Théo. Camille regarda l'enveloppe dans son sac, puis son fils. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait lui offrir une réponse réconfortante. « On va trouver un endroit où dormir, un vrai, et demain, on ira t'acheter un nouvel inhalateur. » Le visage de Théo s'illumina d'un sourire, et ce simple geste réchauffa le cœur de Camille plus que tous les billets du monde. Mais tandis qu'ils quittaient le café, elle ne pouvait ignorer la sensation persistante d'être observée. À quelques tables de là, une femme en tailleur impeccable parlait discrètement dans son téléphone, ses yeux ne quittant jamais Camille et Théo. Ne manquez pas la suite de cette histoire captivante. Camille et Théo vont-ils découvrir tous les secrets de Joséphine Dumas? Les laboratoires Radcliffe réussiront-ils à les faire taire? Pour le savoir, restez connectés. L'appartement meublé que Camille avait loué avec l'argent de Marie n'avait rien de luxueux, mais après des semaines à vivre dans des motels miteux ou dans leur voiture empruntée, il leur semblait presque palatial. Situé dans un quartier tranquille de Toulouse, il comprenait 2 petites chambres, une cuisine fonctionnelle et une salle de bain avec une vraie baignoire, un luxe que Théo avait immédiatement exploité, prenant un bain si long que ses doigts s'étaient ridés, comme des pruneaux. Une semaine s'était écoulée depuis leur rencontre avec Marie. Une semaine pendant laquelle ils avaient tenté de retrouver une apparence de normalité. Théo avait un nouvel inhalateur, et Camille avait même réussi à l'inscrire provisoirement dans une école du quartier, prétextant un déménagement récent et promettant de fournir tous les documents nécessaires très prochainement. Ce matin-là, Camille préparait le petit déjeuner. De vraies crêpes, pas les sandwichs économiques des dernières semaines, quand son téléphone vibra. C'était un message de Marie. « Nouvelles importantes. Retrouvez-moi au Jardin des Plantes à 14 h, près du Grand Magnolia. »« Qui c'est ?» demanda Théo en entrant dans la cuisine, encore en pyjama, ses cheveux en bataille. « Marie, elle veut nous voir cet après-midi. »« Elle a trouvé quelque chose ? Elle ne dit pas. » Camille posa le téléphone et sourit à son fils. « Mais, en attendant, petit déjeuner. Tu as école dans 1 heure. » Théo grimaça, mais s'assit docilement. Depuis qu'ils avaient découvert les recherches de Joséphine, il semblait avoir mûri, comme si le poids du secret qu'il portait l'avait forcé à grandir plus vite.
Tu crois qu'on arrivera à prouver que ce remède fonctionne? Demanda-t-il en versant généreusement du sirop d'érable sur sa crêpe. Camille s'assit en face de lui, réfléchissant à sa réponse. Le docteur Martin travaille sur les analyses. Si les résultats sont positifs, et si Marie trouve des preuves solides sur les agissements de Radcliffe. Mais si ça marche vraiment, on pourrait aider plein d'enfants malades, non? Le cœur de Camille se serra en voyant l'espoir dans les yeux de son fils. Elle pensait aux enfants qu'elle avait soignés, à leurs souffrances, à l'impuissance qu'elle avait ressentie face à certaines maladies. Oui, mon chéri, c'est exactement pourquoi c'est si important. Après avoir déposé Théo à l'école, Camille décida de passer au garage de Marcel pour vérifier l'état de la Peugeot. Elle ne l'avait pas visité depuis plusieurs jours, préférant se concentrer sur la stabilisation de leur situation. Marcel était en train de réparer une moto quand elle arriva, ses mains expertes manipulant des outils avec une précision qui témoignait de décennies d'expérience. « Ah, Camille !» s'exclama-t-il en l'apercevant. « Je commençais à me demander si tu avais abandonné ton trésor roulant. »« Jamais !» sourit-elle. « Comment va-t-elle ?»« Pareil, toujours aussi rouillée, toujours aussi mystérieuse. » Il essuya ses mains sur un chiffon et la conduisit vers le fond du garage où la Peugeot 504 était garée, couverte d'une bâche protectrice. J'ai fait quelques recherches sur le modèle, par curiosité. Cette série avait une réputation de solidité incroyable. On les appelait les increvables. Ironique, non? Camille hocha la tête, admirant la poésie de la situation. Une voiture indestructible pour protéger un secret qui aurait pu sauver d'innombrables vies. « Marcel, commença-t-elle hésitante, est-ce que quelqu'un est venu poser des questions sur la voiture? Ou sur moi ?» Le mécanicien fronça les sourcils. « Pas directement, non. Mais... » Il baissa la voix. « Il y a eu une voiture qui est passée, et plusieurs fois devant le garage ces derniers jours. Une berline noire, vitre teintée. Elle ralentit toujours au niveau de l'entrée. Un frisson parcourut l'échine de Camille. « Tu as vu qui était à l'intérieur ?» Non, les vitres étaient trop sombres, mais ce n'était pas un client habituel, ça c'est sûr. Camille se mordit la lèvre, l'inquiétude grandissant en elle. « Marcel, je pense qu'il vaudrait mieux déplacer la voiture. Je ne veux pas te mettre en danger. » Le vieil homme posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai un ami qui possède un entrepôt sécurisé à l'extérieur, de la ville. On pourrait y transférer ta Peugeot. Personne ne la trouverait là-bas. Tu ferais ça? Bien sûr. Je sens que cette histoire est importante, même si je n'en connais pas tous les détails. » Il lui fit un clin d'œil. « Et puis, ça me rappelle ma jeunesse, quand je faisais de la mécanique pour des courses clandestines. » Camille le remercia chaleureusement, promettant de revenir plus tard pour organiser le transfert. En quittant le garage, elle consulta sa montre. Il lui restait plusieurs heures avant son rendez-vous avec Marie. Elle décida de faire un détour par la bibliothèque municipale, espérant trouver des informations sur Joséphine Dumas et ses travaux. La bibliothèque était un havre de paix, avec ses hauts plafonds et ses rangées ordonnées de livres. Camille s'installa devant un ordinateur public et commença ses recherches. Les premiers résultats n'étaient pas très encourageants. Aucune trace d'une Joséphine Dumas dans les bases de données scientifiques principales. Mais en élargissant sa recherche aux archives locales et aux journaux régionaux numérisés, elle tomba sur un article datant de 1987. Une chercheuse toulousaine reçoit le prix d'innovation de la région Midi-Pyrénées. La photo en noir et blanc montrait une femme d'une quarantaine d'années, au sourire réservé mais déterminé, recevant un trophée. C'était elle, Joséphine. L'article décrivait brièvement ses travaux sur des composés naturels aux applications médicales prometteuses, sans entrer dans les détails. Il mentionnait que Dr Dumas travaillait de façon indépendante, après avoir quitté un grand laboratoire pharmaceutique quelques années auparavant. Camille imprima l'article, puis continua ses recherches. Elle trouva peu d'autres mentions de Joséphine, jusqu'à un entrefilet datant de début 1988. Disparition inquiétante d'une chercheuse toulousaine.
L'article, très court, indiquait simplement que Dr Joséphine Dumas n'avait pas été vue depuis plusieurs semaines et que la police enquêtait sur sa disparition. Et puis, plus rien. Comme si Joséphine Dumas s'était évaporée de la surface de la terre. Le cœur battant, Camille imprima également cet article et rangea les documents dans son sac. L'histoire prenait une tournure de plus en plus sombre, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si, en suivant les traces de Joséphine, elle ne s'exposait pas au même destin. À 14 heures précises, Camille arriva au Jardin des Plantes, un espace verdoyant au cœur de Toulouse. Elle repéra facilement le magnolia mentionné par Marie, un arbre majestueux aux larges feuilles luisantes et aux bourgeons prometteurs. Mais de la journaliste, aucune trace. Camille s'assit sur un banc à proximité, observant les passants, vérifiant régulièrement son téléphone. 10 minutes passèrent, puis 20. Elle commençait à s'inquiéter quand une voix familière la fit sursauter. « Ne vous retournez pas et continuez à regarder votre téléphone comme si vous lisiez quelque chose d'intéressant. » Marie s'était assise à l'autre extrémité du banc. Un journal ouvert devant elle, son visage partiellement caché par un chapeau et des lunettes de soleil. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Camille, alarmée par cette approche clandestine. « J'ai été suivie ces derniers jours, » répondit Marie à voix basse. « Je ne voulais pas prendre de risques. »« Suivie ? Par qui ?»« Probablement des employés de Radcliffe ou des enquêteurs privés qu'ils ont engagés. Ils savaient que je fouille dans leurs affaires. » Marie tourna une page de son journal avec une désinvolture étudiée. « Mais j'ai trouvé des choses importantes. Dites-moi. » Joséphine Dumas était brillante, docteur en biochimie, spécialisée dans les remèdes naturels. Elle a travaillé pour Radcliffe de 1975 à 1983, puis a démissionné brusquement. Selon un ancien collègue que j'ai réussi à retrouver, elle avait des désaccords éthiques avec la direction. Et ensuite, elle a monté son propre laboratoire, modeste mais bien équipé. A publié quelques articles prometteurs sur des traitements alternatifs pour diverses maladies auto-immunes. Puis en 1987, elle aurait fait une découverte majeure et début 1988, elle a disparu, compléta Camille. Marie lui lança un regard surpris. « Comment le savez-vous ? J'ai fait mes propres recherches à la bibliothèque. Il y avait un petit article sur sa disparition, mais aucun suivi. » Exactement. L'enquête a été classée sans suite après. Quelques mois. Officiellement, elle aurait quitté le pays volontairement, mais son passeport n'a jamais été utilisé et ses comptes bancaires sont restés intouchés. Un frisson glacé parcourut Camille. « Vous pensez qu'elle a été... » Marie hocha imperceptiblement la tête. « Je n'ai pas de preuves, mais les circonstances sont plus que suspectes, surtout quand on les relie à ceci. » Elle sortit discrètement une feuille pliée de sa poche et la glissa vers Camille. Un mémo interne de Radcliffe daté de décembre 1987. J'ai eu un mal fou à me le procurer. Camille déplia le document et lut « Projet Carture, menace potentielle identifiée. Sujet JD développe un composé concurrent non brevetable. Action requise, acquisition ou neutralisation. Priorité, up maximale. » « Mon Dieu !» souffla Camille, sentant la nausée l'envahir. « Ce n'est pas tout, » continua Marie. « Le docteur Martin a terminé l'analyse préliminaire des échantillons. Il dit que le composé est révolutionnaire, une combinaison ingénieuse de molécules végétales modifiées qui cible précisément les cellules défectueuses sans affecter les cellules saines. Et le plus incroyable, il peut être synthétisé à partir d'ingrédients relativement communs et peu coûteux. Un cauchemar pour une entreprise pharmaceutique qui préfère vendre des traitements chroniques à prix d'or, murmura Camille. Exactement. Un silence s'installa entre elles, chacune mesurant la gravité de la situation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda finalement Camille. On accélère, j'ai presque assez d'éléments pour publier un premier article. Pas l'histoire complète, mais suffisamment pour attirer l'attention et nous offrir une certaine protection par la visibilité. Marie jeta un regard nerveux autour d'elle.
Mais soyez prudente, très prudente. Ces gens ne reculent devant rien. Si tu apprécies l'histoire, écris 5 en commentaire et abonne-toi pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Si ce n'est pas le cas, écris 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. Continuons. Camille rentra à l'appartement, l'esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. D'un côté, les découvertes de Marie confirmaient l'importance de ce qu'elle avait trouvé dans la vieille Peugeot. De l'autre, elle rendait la situation infiniment plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginée. Joséphine Dumas n'avait pas simplement caché ses recherches, elle avait probablement payé de sa vie pour avoir voulu rendre un traitement accessible à tous. En préparant le dîner, un simple gratin de pâtes qui cuisait lentement au four, Camille ne pouvait s'empêcher de faire des parallèles entre sa situation et celle de Joséphine. Toutes deux étaient des femmes seules, déterminées à faire ce qu'elles croyaient juste malgré les obstacles. Mais Joséphine était une scientifique brillante, tandis qu'elle, « Qu'est-ce que j'ai à offrir dans cette bataille ?» murmura-t-elle. Épluchard distraitement une carotte pour la salade. Le bruit de la porte d'entrée la tira de ses réflexions. Théo rentrait de l'école, son sac à dos semblant particulièrement lourd aujourd'hui. « Salut, maman !» dit-il en déposant son fardeau avec un soupir de soulagement. « Ça s'est bien passé aujourd'hui ?» demanda Camille, observant son fils avec attention. Son teint semblait plus pâle que d'habitude. « Ça va, on a eu un contrôle de maths. » Et alors? Il haussa les épaules avec une feinte indifférence. « Facile !» Camille sourit. Malgré tous leurs problèmes, Théo avait toujours excellé en mathématiques et en sciences. « Je suis fier de toi, mon chéri. Va te laver les mains, le dîner est presque prêt. » Pendant le repas, Théo fut inhabituellement silencieux, jouant avec sa nourriture plus qu'il ne la mangeait. « Quelque chose ne va pas ?» demanda finalement Camille. Théo hésita, puis sortit un papier froissé de sa poche. « J'ai été sélectionné pour la compétition régionale de sciences. C'est dans 2 semaines. » « Mais c'est fantastique, je suppose. » Il fixait son assiette. « Mais je ne sais pas si on sera encore ici dans 2 semaines. » Le cœur de Camille se serra. Malgré tous ses efforts pour créer une apparence de normalité, Théo était parfaitement conscient de la précarité de leur situation. « Qu'est-ce? Qui te fait dire ça ?»« Je ne suis pas stupide, maman. Je vois bien que quelque chose de grave se passe avec cette voiture et ses documents. » Il leva enfin les yeux, et Camille fut frappée par la maturité qu'elle y lisait. « J'ai entendu une partie de ta conversation téléphonique avec Marie hier. Les gens qui ont fait du mal à cette femme, Joséphine, ils pourraient nous faire du mal aussi, n'est-ce pas ?» Camille posa sa fourchette, cherchant les mots justes. Elle avait toujours été honnête avec son fils, même dans les moments difficiles, mais elle voulait aussi le protéger. « La situation est compliquée, Théo. Ce que nous avons trouvé pourrait aider beaucoup de gens, mais oui, certaines personnes préféreraient que cette découverte reste cachée. Parce qu'ils ne pourraient pas faire assez d'argent avec ? En partie, oui. » Théo resta silencieux, un moment digérant cette information. Si ce remède fonctionne, il pourrait aider des enfants comme moi, avec des problèmes de santé. Le syndrome de Cartur est différent de l'asthme, mais oui, fondamentalement, il s'agit d'aider des enfants malades. Camille tendit la main pour toucher celle de son fils. C'est pour ça que c'est si important. Alors on doit le faire. La voix de Théo était soudain ferme et décidée, même si c'est dangereux, même si ça veut dire que je dois manquer la compétition de science. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux, bouleversée par le courage et l'altruisme de son fils. « Tu sais quoi ?» dit-elle en se ressaisissant. « Je pense que tu devrais participer à cette compétition. On ne va pas laisser ces gens nous empêcher de vivre notre vie. Vraiment, vraiment. En fait, une idée commençait à germer dans son esprit. Je crois même que j'ai le sujet parfait pour ton projet de science. » Les yeux de Théo s'éclairèrent. De curiosité, lequel? Les propriétés thérapeutiques des plantes méditerranéennes dans le traitement des maladies auto-immunes. Un sourire complice se dessina sur les lèvres de Théo. Inspiré par les recherches de Dr Dumas?
Exactement. Sans révéler quoi que ce soit de sensible, bien sûr. Juste une étude théorique. Ça pourrait être cool, admit Théo, son enthousiasme grandissant visiblement. Je pourrais parler des mécanismes d'action des différents composés naturels, créer des modèles moléculaires. Voir son fils s'animer ainsi réchauffait le cœur de Camille. Pour la première fois depuis leur découverte, elle entrevoyait une façon de transformer cette situation périlleuse en quelque chose de positif et éducatif pour Théo. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Camille. Le numéro affiché était celui de Marcel. « Allô ?» La voix du vieux mécanicien était tendue, presque chuchotante. « Camille, il s'est passé quelque chose. Quelqu'un est entré dans le garage cette nuit. » Son sang se glaça. « La voiture. Elle va bien, je l'avais déjà déplacée chez mon ami comme prévu. Mais ils ont fouillé partout, retourné tout l'atelier. Ce n'étaient pas des voleurs ordinaires. Ils n'ont pris ni outils, ni argent. Ils cherchaient quelque chose de spécifique. « Est-ce que tu vas bien ?» « Oui, je n'étais pas là quand c'est arrivé, heureusement. J'ai découvert ça ce matin. »« Tu as appelé la police ?»« Bien sûr, mais... » Il hésita. « Camille, je ne leur ai rien dit sur la voiture ou sur toi. J'ai juste déclaré un cambriolage ordinaire. Quelque chose me dit que moins de gens sont au courant. Mieux c'est. Tu as bien fait. Merci, Marcel. Et je suis désolé de t'avoir mêlé à tout ça. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais toi et ton garçon, faites attention. » Après avoir raccroché, Camille resta immobile, le téléphone serré dans sa main. L'intrusion dans le garage de Marcel était un message clair. Quelqu'un savait pour la voiture, et ce quelqu'un était déterminé à la trouver. « Maman ?» La voix de Théo la ramena à la réalité. C'était qui? Camille hésita. Devait-elle lui dire la vérité et risquer de l'effrayer davantage ou le protéger en lui cachant ce nouveau développement inquiétant? « C'était Marcel, » dit-elle finalement, optant pour l'honnêteté. « Il y a eu un problème au garage, mais la voiture est en sécurité. » Elle lui expliqua la situation en termes simples, mais sans rien édulcorer. Théo l'écouta attentivement, son visage trahissant son inquiétude mais aussi sa détermination. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-il quand elle eut terminé. Camille prit une profonde inspiration. « On va continuer. On va être prudent, très prudent. Mais on ne va pas abandonner. » Elle serra la main de son fils. Joséphine n'a pas abandonné, même face au danger. On lui doit bien ça. Cette nuit-là, après avoir mis Théo au lit, Camille sortit tous les documents qu'ils avaient trouvés et les étala sur la table de la cuisine. Les carnets de notes, les photos, les articles qu'elle avait imprimés à la bibliothèque, le mémo inquiétant que Marie lui avait remis. « Qui étais-tu vraiment, Joséphine ?» murmura-t-elle, en fixant une photo montrant la scientifique à côté de sa Peugeot, le regard brillant de détermination. Comme si le destin répondait à sa question, son téléphone vibra avec un message de Marie. « Premier article publié en ligne ce soir. Préparez-vous aux retombées. Restez vigilante. » La bataille venait vraiment de commencer. Est-ce que la suite va vous captiver autant? Les laboratoires Radcliffe sont maintenant conscients que leur secret est menacé. La confrontation se prépare. Qui triomphera dans cette lutte entre une mère courageuse et une puissante corporation? Camille passa une nuit agitée, ponctuée de cauchemars, où elle voyait Joséphine Dumas lui tendre des fioles de liquide ambré à travers les vitres embuées de la vieille Peugeot, tandis que des silhouettes menaçantes se rapprochaient inexorablement dans l'obscurité. Elle se réveilla à l'aube, épuisée mais incapable de se rendormir. Après avoir préparé le petit déjeuner et envoyé Théo à l'école avec des recommandations de prudence supplémentaires, elle alluma son ordinateur portable et chercha l'article de Marie. Il était en une du site d'information où travaillait la journaliste, sous un titre accrocheur. « Laboratoire Radcliffe, un remède miracle enterré depuis 40 ans. » L'article était habilement rédigé. Sans révéler tous les détails de leur découverte, Marie dressait un tableau troublant, une chercheuse indépendante disparue mystérieusement après avoir développé un traitement prometteur pour le syndrome de Carture, des mémos internes suggérant des pratiques contraires,
à l'éthique et la découverte récente d'indices laissés par la scientifique cachés pendant des décennies. Marie n'avait pas mentionné Camille ni Théo par leur nom, les désignant simplement comme une source anonyme. Elle n'avait pas non plus précisé la nature exacte de leur découverte, ni l'emplacement de la voiture. C'était une première salve calculée, suffisamment explosive pour attirer l'attention, mais suffisamment vague pour les protéger, du moins temporairement. Les commentaires sous l'article se multipliaient déjà. Certains lecteurs semblaient sceptiques, d'autres indignés. Plusieurs personnes réclamaient une enquête approfondie, tandis que quelques-uns, probablement des actionnaires de Radcliffe, défendaient vigoureusement l'entreprise. Le téléphone de Camille sonna, la faisant sursauter. C'était le docteur Martin. « Vous avez vu l'article » demanda-t-il sans préambule. « Je viens de le lire » répondit Camille. « Qu'en pensez-vous » ? « C'est un bon début, mais Radcliffe va riposter. Ils ont déjà publié un communiqué niant toutes les allégations et menaçant de poursuites en diffamation. Ça ne m'étonne pas. Écoutez, Camille, j'ai terminé l'analyse complète des échantillons. C'est remarquable. Ce composé fonctionne exactement comme Joséphine l'a décrit dans ses notes. Il cible spécifiquement les cellules immunitaires défaillantes sans affecter les cellules saines. Vous êtes sûr? Absolument. J'ai même réussi à synthétiser une petite quantité en suivant son protocole. Les tests in vitro sont concluants. Bien sûr, il faudrait des essais cliniques pour une confirmation définitive, mais... Il s'interrompit, cherchant ses mots. Camille, ce traitement pourrait changer la vie de milliers d'enfants. Et ce n'est pas tout. Comment ça? Les principes de ce composé pourraient être appliqués à d'autres maladies auto-immunes. Joséphine avait jeté les bases d'une approche thérapeutique entièrement nouvelle. Camille ferma les yeux, submergée par l'ampleur de leur découverte. Ce n'était plus seulement une histoire de justice pour une scientifique disparue, mais potentiellement une révolution médicale. Que fait-on maintenant? Marie suggère d'organiser une conférence de presse, présenter les preuves, montrer les résultats des analyses, mettre tout en lumière d'un seul coup. N'est-ce pas risqué? Moins que de continuer à agir dans l'ombre, la visibilité est notre meilleure protection maintenant. Après avoir raccroché, Camille resta immobile, pesant leurs options. Elle sursauta à nouveau lorsque son téléphone vibra avec un message de Sophie, sa meilleure amie. « Allume la télé, chaîne d'infos, maintenant !» Tremblante, Camille saisit la télécommande et alluma le petit téléviseur du salon. Sur l'écran, un journaliste se tenait devant l'imposant siège social des laboratoires Radcliffe. Suite aux graves accusations publiées ce matin, le PDG de Radcliffe, Pierre Moreau, va s'adresser à la presse dans quelques instants. La caméra bascula vers un podium où un homme élégamment vêtu, d'une cinquantaine d'années, au regard aussi froid que déterminé, s'apprêtait à parler. « Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux. Je serai bref. Les allégations publiées ce matin par le journal en ligne Toulouse Info sont totalement infondées et diffamatoires. Radcliffe Pharmaceuticals a toujours mis la santé des patients au premier plan de ses préoccupations. Son discours était un modèle de communication de crise corporative, direct, ferme et parsemé d'indignation calibrée. Il qualifiait l'article de journalisme sensationnaliste et de attaque coordonnée visant à nuire à la réputation d'une entreprise respectée. Puis vint la contre-attaque. Nous savons que ces allégations proviennent d'une source unique, une ancienne employée médicale récemment licenciée dont la fiabilité est plus que douteuse. Cette personne, que nous ne nommerons pas par respect pour sa vie privée, traverse manifestement une période difficile qui altère son jugement. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il savait qui elle était. Il l'attaquait personnellement, tentant de la discréditer avant même qu'elle ne se révèle publiquement. Radcliffe reste déterminé à poursuivre sa mission d'innovation thérapeutique et nous ne nous laisserons pas distraire par des accusations sans fondement. Merci. Sans prendre de questions, Pierre Moreau quitta le podium, laissant les journalistes dans un brouhaha de questions sans réponse.
Le téléphone de Camille sonna une nouvelle fois. C'était Marie, sa voix tendue. « Vous avez vu ?»« Oui, » répondit Camille, la gorge serrée. « Ils savent qui je suis. Ce n'est pas tout. J'ai reçu une lettre d'avocat il y a 10 minutes. Ils exigent une rétractation immédiate et menacent de me poursuivre personnellement, ainsi que le journal. Que va faire votre rédaction? Tenir bon pour l'instant. Mais ils vont avoir besoin de preuves plus solides. Et vite. » Marie marqua. « Une pause. Il faut accélérer, Camille. La conférence de presse dont parlait Gabriel, nous devrions la faire demain. » Demain? Mais ils sont en train de tisser leur toile autour de nous. Bientôt, il sera trop tard. Nous devons frapper fort et vite. Camille regarda l'heure, calculant mentalement. Théo sortirait de l'école dans 3 heures. Elle devait s'assurer de sa sécurité avant toute chose. D'accord pour demain, mais je dois d'abord protéger mon fils. Bien sûr, retrouvons-nous à 16 heures au bureau du docteur Martin pour préparer tout ça. Et Camille, soyez extrêmement prudente. Ces gens ne reculeront devant rien. Après avoir raccroché, Camille appela immédiatement Sophie. « J'ai besoin d'un énorme service, » lui dit-elle sans préambule. « Tout ce que tu veux, » répondit son amie sans hésitation. « Est-ce que Théo pourrait passer la nuit chez toi? Peut-être même quelques jours? » « Bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe, Camille? Ça a un rapport avec ce que j'ai vu aux infos? Je t'expliquerai tout, je te le promets. Mais pour l'instant, moins tu en sais, mieux c'est. Tu me fais peur. Je sais et je suis désolé. Crois-moi, je préférerais ne pas te mêler à tout ça, mais je n'ai personne d'autre à qui faire confiance. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi et Théo. Je vais le chercher à l'école et je l'emmène directement chez moi. Merci Sophie, je ne sais pas comment te remercier. Reste en vie, ce sera un bon début, répondit son amie, à moitié plaisantant, à moitié sérieuse. Camille passa l'heure suivante à rassembler tous les documents et preuves qu'il avait accumulés, les organisant méthodiquement dans une chemise. Elle prépara également un petit sac pour Théo, avec quelques vêtements et son jeu vidéo préféré, espérant que cette touche de normalité l'aiderait à traverser les jours incertains qui s'annonçaient. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, pour retrouver le docteur Martin, son téléphone sonna une nouvelle fois. Numéro inconnu. Hésitante, elle décrocha sans parler. « Mademoiselle Debray ?» La voix féminine était professionnelle, presque artificielle dans sa politesse. « Je représente les laboratoires Radcliffe. Monsieur Moreau souhaiterait s'entretenir avec vous en privé. » Camille sentit son cœur s'accélérer. « Comment avez-vous obtenu mon numéro ?»« Nous avons des ressources considérables, mademoiselle Debray, tout comme nous savons où vous habitez actuellement et quelle école fréquente votre fils. » La menace à peine voilée était glaciale. « Que voulez-vous » demanda Camille, luttant pour garder une voix ferme. « Simplement une conversation civilisée. Monsieur Moreau pense qu'il y a eu un malentendu et qu'une solution mutuellement bénéfique pourrait être trouvée. » Une solution. Radcliffe est prêt à vous offrir un dédommagement substantiel en échange de tous les documents en votre possession et de votre silence sur cette affaire. Disons 2 millions d'euros? Le même montant qu'ils avaient proposé à Joséphine, remarqua Camille avec un frisson. « Et si je refuse? Ce serait regrettable pour vous, pour votre carrière et potentiellement pour la sécurité de votre fils. Les accusations de diffamation sont graves et les procès peuvent durer des années, sans parler des accidents qui peuvent survenir. » Camille serra le poing, la rage remplaçant momentanément la peur. « Je ne suis pas à vendre. Réfléchissez. Mademoiselle Debray, 2 millions d'euros. Une nouvelle vie pour vous et votre fils, loin de tous ces problèmes. Ou bien... » La femme laissa sa phrase en suspens, laissant l'imagination de Camille combler les blancs. « Ma réponse est non. » Un soupir exaspéré se fit entendre à l'autre bout de la ligne. « Vous avez jusqu'à demain matin pour reconsidérer votre position. Après cela, Radcliffe ne sera plus en mesure de faire preuve d'autant de générosité. » La ligne coupa, laissant Camille tremblante mais plus déterminée que jamais. Ils avaient tenté de l'acheter puis de la menacer.
Exactement comme il l'avait probablement fait avec Joséphine 40 ans plus tôt. Mais contrairement à Joséphine, Camille n'était pas seule. Elle avait des alliés, et ensemble, ils allaient exposer la vérité au grand jour. Avec une résolution renouvelée, elle rassembla ses affaires et quitta l'appartement, jetant un dernier regard autour d'elle. Elle pressentait qu'elle ne reviendrait peut-être jamais dans ce lieu qui, malgré sa simplicité, avait représenté un havre de paix temporaire pour elle et Théo. Tandis qu'elle descendait les escaliers, elle ne remarqua pas la berline noire, aux vitres teintées garées de l'autre côté de la rue, ni l'homme en costume sombre qui parlait dans un téléphone portable, son regard ne quittant jamais l'entrée de son immeuble. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous deviez choisir entre votre sécurité personnelle et ce qui vous semblait juste? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a dû faire face à un tel dilemme? Partagez votre expérience dans les commentaires. Le bureau du docteur Martin, situé dans une aile désaffectée de l'ancienne clinique pédiatrique, était devenu leur quartier général improvisé. Lorsque Camille arriva, Marie et Gabriel étaient déjà en pleine discussion, entourés de documents étalés sur la grande table de conférence. « Ah, Camille, vous voilà enfin !» l'accueillit le docteur Martin, l'inquiétude visible sur son visage. « Nous commencions à nous inquiéter. »« J'ai pris quelques précautions, » expliqua-t-elle en déposant sa sacoche sur la table. « Théo est en sécurité, chez ma meilleure amie. »« Bonne initiative !» approuva Marie, « surtout après cet appel que vous avez reçu. » Camille la regarda avec étonnement. « Comment êtes-vous au courant ? » « Votre téléphone est probablement sur écoute, » répondit la journaliste avec un haussement d'épaules, comme si c'était une évidence. « C'est pourquoi nous allons tous utiliser des téléphones prépayés à partir de maintenant. » Elle sortit 3 téléphones bon marché de son sac et en tendit un à Camille et un au docteur Martin. « 2 millions d'euros, » murmura Gabriel en secouant la tête. « Ils sont vraiment désespérés. »« Ou confiants, » rétorqua Marie. « Ils pensent que tout le monde a un prix. »« Pas moi, » affirma Camille avec fermeté. « Pas après ce qu'ils ont fait à Joséphine. Pas quand la vie de tant d'enfants est en jeu. » Marie hocha la tête avec approbation. « Bien, voici notre plan pour demain. La conférence de presse aura lieu à 10 heures, à l'hôtel de ville. J'ai déjà contacté tous les médias importants, ainsi que plusieurs associations de patients atteints du syndrome de Cartur. »« L'hôtel de ville ?» s'étonna Camille. « Comment avez-vous obtenu une telle autorisation ?» Un sourire énigmatique apparut sur le visage de Marie. « Disons que le maire a un petit-fils qui souffre de cette maladie et qu'il n'apprécie pas particulièrement les méthodes de Radcliffe. Qui prendra la parole ?» demanda le docteur Martin. « Nous 3. » Camille racontera comment elle a découvert les recherches de Joséphine. Vous, Gabriel, présenterez les analyses scientifiques et les résultats des tests. Et moi, je partagerai les preuves concernant la disparition de Joséphine et les actions de Radcliffe pour étouffer l'affaire. Camille sentit l'anxiété monter en elle. « Je n'ai jamais parlé en public. »« Vous serez parfaite, » la rassura Marie. « Votre sincérité sera votre meilleure arme. » Ils passèrent les heures suivantes à peaufiner leur présentation, répétant leurs arguments, anticipant les questions difficiles. Le docteur Martin avait préparé des graphiques simples mais éloquents montrant l'efficacité du composé de Joséphine comparé aux traitements actuels du syndrome de Cartur, tous fabriqués par Radcliffe, à des prix exorbitants. « Le plus important, » insista Marie, « c'est de rester factuel. Pas d'accusation sans preuves concrètes. Nous présentons les faits, les documents authentifiés, les résultats scientifiques vérifiables et nous laissons le public tirer ses propres conclusions. » Alors que la nuit tombait, l'épuisement commençait à se faire sentir. Ils commandèrent des pizzas et continuèrent à travailler, conscients que chaque détail comptait. Vers 22 heures, le docteur Martin proposa que Camille reste dormir dans une salle de repos de la clinique plutôt que de rentrer chez elle. « C'est plus sûr, » argumenta-t-il. « Votre appartement est probablement surveillé. » Elle accepta, trop fatiguée pour protester.
Avant de s'allonger sur le lit étroit de la salle de repos, elle appela Sophie sur son nouveau téléphone pour prendre des nouvelles de Théo. « Il va bien », la rassura son ami. « Un peu inquiet pour toi, évidemment, mais je l'ai distrait avec des jeux vidéo et une pizza. Il dort maintenant. » « Merci Sophie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu ferais pareil pour moi. Maintenant, prends soin de toi, et quoi que tu prépares, fais attention. Promis, embrasse Théo pour... moi quand il se réveillera. » Camille s'allongea, fixant le plafond dans la pénombre. Demain, tout serait différent. Pour le meilleur ou pour le pire, ils allaient de franchir un point de non-retour. Elle pensa à Joséphine Dumas, se demandant si la scientifique avait connu des nuits comme celle-ci, partagées entre la peur et la détermination. Avait-elle aussi douté, hésité face aux menaces et aux pressions? Sans doute. Mais elle avait persisté, jusqu'au bout. « Je ne te laisserai pas tomber, Joséphine », murmura Camille dans l'obscurité. « Ta découverte verra enfin la lumière du jour. » Le sommeil finit par la gagner, peuplé de rêves où se mêlaient des voitures anciennes, des fioles de liquide ambré et le visage souriant de son fils, libre de toute maladie. Le réveil fut brutal. Des coups frappés à la porte la tirèrent des profondeurs du sommeil. Le docteur Martin entra précipitamment, le visage grave. « Camille, réveillez-vous, nous avons un problème. » Elle se redressa, instantanément alerte. Que se passe-t-il? Marie vient d'appeler. Radcliffe a organisé sa propre conférence de presse. À 9 heures, 1 heure avant la nôtre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir à dire? Je ne sais pas, mais ce n'est pas bon signe. Ils tentent de nous couper l'herbe sous le pied. Camille consulta sa montre. 7h30. Nous avons encore le temps de nous préparer. Oui, mais il y a autre chose. Le docteur Martin semblait hésiter, comme s'il ne savait pas comment formuler ce qui suivait. Marcel a appelé aussi. La voiture, elle a disparu. Quoi? Comment est-ce possible? Elle était dans un entrepôt sécurisé. Apparemment, quelqu'un s'est introduit pendant la nuit. Porte forcée, système d'alarme désactivé professionnellement. Il savait exactement ce qu'il cherchait. Camille sentit un frisson glacé parcourir son échine. Ils essaient d'éliminer les preuves. Probablement, mais nous avons toujours les documents, les photos, les échantillons. La voiture était importante, mais pas cruciale. Elle hocha la tête, tentant de se rassurer. Vous avez raison. Concentrons-nous sur ce qui reste à faire. Ils retrouvèrent Marie dans un café près de l'hôtel de ville, tous trois tendus, mais déterminés. La journaliste avait déjà préparé un communiqué de presse révisé, tenant compte des derniers développements. « Selon mes sources, expliqua-t-elle, Radcliffe va annoncer le lancement d'un nouveau traitement révolutionnaire pour le syndrome de Cartur, basé sur, je cite, des années de recherche interne et des innovations propriétaires. C'est le traitement de Joséphine, souffla Camille, indignée. Il vole son travail et le présente comme le leur. Exactement. Ils essaient de nous devancer, de s'approprier la découverte avant que nous ne révélions la vérité. Mais comment ont-ils pu synthétiser le traitement si rapidement? Le docteur Martin intervint, son expression sombre. Ils ont dû travailler dessus. Pendant des années, peut-être qu'ils avaient déjà des éléments des recherches de Joséphine, mais n'arrivaient pas à reproduire sa formule complète. Et maintenant, avec la voiture et potentiellement d'autres échantillons qu'ils ont pu récupérer, ils comblant les pièces manquantes et se préparent à commercialiser le traitement, compléta Marie. À un prix exorbitant, bien entendu. C'est répugnant, murmura Camille, la colère remplaçant la peur dans ses veines. Et c'est exactement. Et pourquoi notre conférence de presse est plus importante que jamais, affirma Marie avec détermination. Nous n'allons pas juste révéler l'existence d'un traitement, mais dénoncer un vol scientifique et potentiellement un meurtre. À 8h45, ils étaient positionnés à l'arrière de la salle de presse de l'hôtel de ville, observant discrètement l'écran qui retransmettait en direct la conférence de Radcliffe. Pierre Moreau, impeccable dans son costume sur mesure, s'adressait aux journalistes avec une assurance calculée. Fier d'annoncer que nos chercheurs ont fait une percée majeure dans le traitement du syndrome de Cartur.
Après des années de recherche intensive, nous sommes sur le point de finaliser un médicament qui pourrait changer la vie de milliers de patients à travers le monde. » Les questions fusaient, et Moreau y répondait avec une aisance qui trahissait une préparation minutieuse. Non, ce n'est pas lié aux allégations récentes. Ce projet est en développement depuis des années. Oui, le traitement sera accessible à tous ceux qui en ont besoin. Un mensonge flagrant, nota Camille, connaissant les politiques tarifaires de Radcliffe. Nous prévoyons de soumettre notre demande d'autorisation de mise sur le marché dans les prochaines semaines. À 9h30, leur propre salle commençait à se remplir. Malgré la conférence concurrente, de nombreux journalistes avaient répondu présents, intrigués par le mystère entourant cette annonce inattendue. « Prête ?» demanda Marie à Camille, qui observait nerveusement la foule. « Je crois que oui », répondit-elle, serrant contre elle la chemise contenant toutes leurs preuves. À 10h précises, ils montèrent sur l'estrade. Le docteur Martin s'installa d'un côté de Camille, Marie de l'autre, formant un front uni face aux caméras et aux regards inquisiteurs. Marie prit la parole en premier, présentant brièvement les intervenants et le sujet de la conférence. Puis, ce fut au tour de Camille. Avec une voix qui tremblait légèrement au début, mais se raffermit rapidement, elle raconta son histoire, la perte de son emploi, la découverte de la voiture, les documents cachés, la révélation progressive du mystère entourant Joséphine Dumas. Fascinés, les journalistes prenaient frénétiquement des notes, certains hochant la tête avec incrédulité, d'autres fronçant les sourcils avec suspicion. Puis le docteur Martin présenta les résultats de ses analyses, projetant des graphiques et des données qui confirmaient l'efficacité du composé découvert par Joséphine. Sa présentation, rigoureuse et scientifique, apportait la crédibilité nécessaire à leurs affirmations. Enfin, Marie conclut en exposant les preuves concernant la disparition de Joséphine et le rôle probable de Radcliffe, notamment le mémo interne qui parlait explicitement de neutralisation. « Nous sommes ici aujourd'hui », déclara-t-elle solennellement, non seulement pour révéler une découverte scientifique majeure, mais aussi pour rendre justice à une femme brillante dont la vie a été sacrifiée sur l'autel du profit. Les questions explosèrent dans la salle, les journalistes se levant presque simultanément, avides de détails supplémentaires. « Docteur Martin, ces analyses ont-elles été vérifiées par des tiers ? Mademoiselle Debray, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de rendre publique votre découverte ? Madame Lecomte, avez-vous des preuves concrètes de l'implication de Radcliffe dans la disparition de Dr Dumas ?» Ils répondirent méthodiquement, avec honnêteté mais prudence, conscients que chaque mot serait scruté et potentiellement utilisé, et contre eux. Alors que la conférence touchait à sa fin, Camille remarqua une agitation à l'arrière de la salle. Un homme en costume sombre venait d'entrer, accompagné de 2 policiers en uniforme. Marie les vit également et se pencha vers Camille. « Ne paniquez pas, continuez comme prévu. » Mais l'homme se dirigeait droit vers l'estrade, les policiers sur ses talons. Il s'arrêta au pied des marches et annonça d'une voix forte « Mademoiselle Camille Debray ? Je suis commissaire divisionnaire Richard. Ces officiers ont un mandat pour saisir tous les documents en votre possession concernant les laboratoires Radcliffe, dans le cadre d'une enquête pour vol de propriété intellectuelle et diffamation. » Un murmure stupéfait parcourut l'assistance. Les caméras se tournèrent vers ce nouveau développement dramatique. Camille sentit son sang se glacer. C'était leur coup de grâce, utiliser la loi elle-même contre eux. Elle regarda Marie, cherchant désespérément conseil. La journaliste se leva calmement et s'approcha du micro. « Commissaire, nous sommes ravis de coopérer avec la justice. Mais vous devriez savoir que des copies de tous ces documents ont déjà été transmises à plusieurs médias internationaux ainsi qu'à des organisations comme Médecins sans frontières et l'Organisation mondiale de la santé. » Cette révélation, que Camille ignorait elle-même, sembla déstabiliser momentanément le commissaire. De plus, continua Marie sans se démonter, nous avons également déposé ce matin une plainte formelle auprès du procureur pour obstruction à la justice
Dissimulation de preuves et complicité présumée dans la disparition de Joséphine Dumas. Les flashs des appareils photo crépitaient maintenant frénétiquement, capturant ce face-à-face inattendu. Le commissaire hésita, visiblement pris au dépourvu par ce retournement de situation et la présence massive des médias. « Vous pouvez saisir ces documents, commissaire ?» conclut Marie en tendant la chemise. « Mais la vérité, elle, ne peut plus être saisie. Elle est déjà en train de se répandre à travers le monde. Avez-vous la tête qui tourne après tous ces rebondissements? Ne manquez pas la suite explosive de cette histoire. Que va-t-il arriver à Camille et son équipe? Comment Radcliffe va-t-il réagir? Le remède miracle de Joséphine sera-t-il enfin accessible à tous? Pour le savoir, restez avec nous. » Les heures qui suivirent la conférence de presse furent un tourbillon frénétique d'activités. Tandis que les policiers emportaient les documents physiques, Marie restait stoïque, un sourire presque imperceptible aux lèvres. « Ne vous inquiétez, bah !» murmura-t-elle à Camille, alors qu'il quittait l'hôtel de ville. « J'ai numérisé chaque page, chaque photo, et envoyé le tout à mes contacts les plus fiables dans la presse internationale. » Le docteur Martin les rejoignit, son visage trahissant son inquiétude. « Ils vont essayer de nous faire taire par tous les moyens légaux possibles. Injonctions, poursuites pour diffamation, accusations de vol de propriété intellectuelle. Mais ils ne peuvent pas faire disparaître l'information, » compléta Marie. « Pas cette fois, pas à l'ère d'Internet et des médias sociaux. » Et elle avait raison. En quelques heures, l'histoire avait explosé dans les médias. Des hashtags comme Justice for Joséphine et Radcliffe Gate inondaient les réseaux sociaux. Les associations de patients atteints du syndrome de Cartur publiaient des communiqués exigeant une enquête approfondie. Des journalistes investigateurs du monde entier commençaient à creuser dans le passé trouble de Radcliffe. Camille, épuisée mais déterminée, se réfugia chez Sophie pour retrouver Théo. Son fils l'accueillit avec un mélange de soulagement et d'excitation. « Je t'ai vu à la télé, maman. Tu étais incroyable. » Elle le serra fort contre elle, savourant cet instant de normalité au milieu de la tempête. « Tu n'as pas eu peur. »« Un peu, » admit-il. « Mais surtout, j'étais fier. Tu fais ce qui est juste comme tu me l'as toujours appris. » Ces simples mots réchauffèrent son cœur et renforcèrent sa détermination. Le lendemain matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, où chez Sophie, un appel inattendu vint bouleverser la situation. Le maire de Toulouse souhaitait les rencontrer immédiatement. Au Capitole, siège de la municipalité, ils furent reçus dans un bureau majestueux, où les attendaient non seulement le maire, mais aussi le procureur de la République et, plus surprenant encore, le commissaire divisionnaire qui avait saisi leurs documents la veille. « Mademoiselle Debray, » commença le maire, « je vous prie tout d'abord d'accepter mes excuses pour la façon dont les choses se sont déroulées hier. » Camille échangea un regard perplexe avec Marie et le docteur Martin. « Les documents que vous avez découverts, ainsi que ceux fournis par Madame le comte, ont été examinés toute la nuit par nos services, » expliqua le procureur. « Et nous avons constaté des indices troublants qui justifient l'ouverture d'une enquête officielle sur les laboratoires Radcliffe. » Le commissaire, visiblement mal à l'aise, ajouta. « Nous avons également reçu ce matin un témoignage crucial. Un ancien employé de sécurité de Radcliffe, maintenant retraité, a décidé de parler après avoir vu votre conférence de presse. Il affirme avoir été témoin d'événements liés à la disparition de Joséphine Dumas. Ce qui signifie, » commença Marie, presque incrédule. « Ce qui signifie, » confirma le procureur, « que nous venons d'ordonner la perquisition du siège de Radcliffe et l'audition de ses dirigeants, y compris Pierre Moreau. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Puis Camille osa demander « Et la voiture, a-t-elle été retrouvée ?»« Pas encore, » admit le commissaire, « mais nous avons des pistes sérieuses. » La réunion se poursuivit, les autorités leur demandant de coopérer pleinement avec l'enquête officielle tout en les assurant de leur protection. En sortant du Capitole, Camille se sentait étrangement légère, comme si un poids immense venait d'être soulevé de ses épaules. La bataille n'était pas terminée, loin de là,
Mais pour la première fois, il n'était plus seul à la mener. Les jours suivants apportèrent développement sur développement. L'action de Radcliffe s'effondra en bourse suite aux révélations et à l'enquête en cours. Des documents internes compromettants furent saisis lors de la perquisition, confirmant les soupçons sur la disparition de Joséphine et sur d'autres pratiques commerciales douteuses. Une semaine après la conférence de presse, un appel de Marcel vint ajouter une pièce cruciale au puzzle. La Peugeot 504 avait été retrouvée, abandonnée dans une forêt à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Ceux qui l'avaient volée s'étaient apparemment débarrassés du véhicule en hâte, peut-être alertés par l'ampleur médiatique que l'affaire avait prise. Plus important encore, le docteur Martin, travaillant désormais avec une équipe internationale de chercheurs, avait confirmé que le composé de Joséphine fonctionnait exactement comme elle l'avait prédit. Des tests préliminaires sur des échantillons de cellules provenant de patients atteints du syndrome de Cartur montraient des résultats spectaculaires. Un mois plus tard, Camille et Théo emménageaient dans un nouvel appartement, plus spacieux et lumineux que leur logement temporaire. Financé par une fondation créée en l'honneur de Joséphine Dumas, ce nouveau foyer symbolisait leur retour à une vie plus stable. Camille avait également accepté un poste à la Fondation Dumas, où elle coordonnait les relations avec les familles de patients atteints de maladies auto-immunes rares. Son expérience d'infirmière et son courage face à Radcliffe faisaient d'elle la personne idéale pour ce rôle. Quant à Théo, il avait non seulement participé à la compétition régionale de sciences, mais l'avait remporté avec son projet sur les propriétés thérapeutiques des plantes méditerranéennes, un hommage subtil au travail de Joséphine. Un après-midi, alors qu'il visitait l'exposition permanente consacrée à Joséphine au nouveau musée des sciences de Toulouse, Théo s'arrêta longuement devant la Peugeot 504 restaurée, désormais pièce maîtresse de l'exposition. « Tu sais, maman, dit-il pensivement, je me demande si Joséphine savait que quelqu'un comme toi trouverait un jour sa voiture. » Camille posa une main sur l'épaule de son fils. « Je pense qu'elle avait espoir. Quand on croit en quelque chose, aussi fort qu'elle croyait en son remède, on ne peut pas accepter que tout disparaisse. Alors on laisse des indices, des traces, comme des bouteilles à la mer. « Et toi, tu l'as trouvée, cette bouteille ?» sourit Théo. « Par hasard ?» »« Peut-être pas tout à fait par hasard, » répondit Camille, songeuse. « Peut-être que certaines découvertes sont destinées à se produire au moment où le monde est prêt. » Pour elle. Ils continuèrent leur visite, s'arrêtant devant une vitrine où étaient exposés les carnets de notes originaux de Joséphine. À côté, une photo montrait la scientifique, debout près de sa Peugeot, un sourire déterminé aux vives lèvres. Dans un coin de l'exposition, un écran diffusait en boucle les dernières nouvelles. Le protocole Dumas, comme on l'appelait désormais, venait d'être approuvé par les autorités sanitaires européennes. Le traitement serait produit à un coût minime par un consortium d'entreprises pharmaceutiques à but non lucratif et distribué gratuitement aux enfants atteints du syndrome de Cartur. Pierre Moreau et plusieurs autres dirigeants de Radcliffe avaient été mis en examen pour diverses infractions, allant de la fraude à la complicité d'homicide. L'enquête se poursuivait, cherchant notamment à déterminer l'emplacement des restes de Joséphine, toujours portés disparus après tant d'années. En quittant le musée, Camille et Théo s'arrêtèrent dans le jardin attenant, où un petit monument avait été érigé en l'honneur de Joséphine. Une simple plaque en bronze portait l'inscription « À Joséphine Dumas, dont la persévérance a sauvé des milliers de vies, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. » Théo déposa une fleur de lavande, l'odeur qui avait d'abord attiré leur attention dans la voiture, devant le monument. Camille ferma les yeux un instant, sentant une brise légère caresser son visage, portant le parfum subtil de la lavande. « Merci, Joséphine, » murmura-t-elle, « pour ton courage, ta vision, et pour avoir cru qu'un jour, quelqu'un trouverait ton message. » Et quelque part, dans ce parfum de lavande porté par le vent, elle pouvait presque entendre une réponse, un écho à travers le temps. « Non, merci à toi, Camille, pour avoir eu la force de faire ce que je n'ai pas pu terminer. » La main dans celle de son fils,
Camille s'éloigna du monument, le cœur léger. L'histoire de la Peugeot 504 et de son secret était désormais connue du monde entier, inspirant d'autres lanceurs d'alerte, d'autres chercheurs indépendants à persévérer, malgré les obstacles. Quant à elle, son voyage ne faisait que commencer. Il y avait encore tant à faire, tant de vérités à défendre, tant de vies à améliorer. Mais maintenant, elle savait qu'elle n'était pas seule dans ce combat. « Alors, maman ?» demanda Théo, tandis qu'ils marchaient vers leur nouvelle vie. « Quelle sera notre prochaine aventure ?» Camille sourit, serrant la main de son fils. « Je ne sais pas encore, mais je suis certaine que nous la trouverons ensemble. » Félicitations. Écris 9 en commentaire pour que je sache que tu es resté jusqu'au bout avec moi. Merci d'avoir regardé et rendez-vous demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.